Alors, nous sommes une petite trentaine, nous sommes masqués. Enfin, je vous accueille quand même avec beaucoup de plaisir pour cette nouvelle remise du prix François Guizot Institut de France. C'est un événement qui nous rassemble dans cette grande salle des séances rénovées, celle que Guizot lui-même a fréquentée et dans laquelle il a assurément encore son nom. J'ai l'honneur d'être dans le 40e fauteuil de l'Académie française qui faut occuper par Guizot, de parler devant le chancelier d'honneur Gabien de Breuil, qui le connaît mieux que personne et qui a beaucoup travaillé sur lui. Alors, une fois encore, je voudrais remercier, cher Stéphane Coste, l'association François Guizot de sa fidélité. Inutile de dire devant cette assistance qui fut François Guizot, un homme politique, qui fut déplié, mais aussi qui eut ses pensions, bien entendu, mais surtout un universitaire de premier ordre, et qui a été élu 3 fois à l'Institut de France, puisqu'il fut le restaurateur et le membre d'office de l'Académie des sciences morales et politiques en 1832. Il fut élu l'année suivante à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, monsieur le secrétaire perpétuel Michel Zinc. Et enfin, il fut élu en 1836 à l'Académie française. Comment dès lors ne pas se réjouir de voir son nom résonner en ces murs, comme un écho des nombreuses réflexions qu'il a pu y mener. Sans aucun doute, n'aurait-il pas été insensible aux travaux récompensés ce soir, ceux que vous avez, madame, rassemblés dans cet impressionnant ouvrage intitulé « L'Église dans l'État », énorme programme qui est paru chez Gallimard. Il en aurait été heureux parce que la question religieuse, vous le savez, a animé François Guizot toute sa vie. Depuis sa mère qui était huguenote, venue des Cévennes, jusqu'à son amitié avec le catholique libéral Montalembert, Guizot fut défini de son vivant comme le plus protestant des catholiques et le plus catholique des protestants, ou l'inverse, mais je pense que ça revient au même. Comme homme d'État, il avait compris que le dialogue des instances politiques avec les autorités religieuses était un des fondements de la paix sociale. Et en 1833, n'avait-il pas d'ailleurs lui-même associé le clergé catholique et les principales congrégations enseignantes à réfléchir avec lui au projet qu'il préparait de loi sur l'instruction primaire. Alors, il ne m'appartient pas ici de présenter plus avant votre ouvrage, même si je l'ai feuilleté, plus que feuilleté d'ailleurs. Je laisse ce plaisir à mon confrère et ami Jean-Claude Casanova, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Je voudrais le remercier, Jean-Claude Casanova, d'avoir présidé ce jury. Mais je voudrais vous dire à quel point les questions que vous traitez, madame, celle du jansénisme, celle de l'utilité sociale de la religion, des grandes questions liées à la place de la religion qui a agité le XVIIIe siècle en France, nous donnent un éclairage sur cette question intemporelle de la lutte entre le politique et le religieux, sujet qui ne cesse plus et qui, même s'il a pris de nouvelles formes aujourd'hui, reste d'une très grande actualité. Les siècles passent, le débat demeure. Sans doute l'une des dernières interventions du président de la République cette semaine se saisissait de cette question qui relève de la question de la laïcité dans ses rapports avec les communautés religieuses. Je vais laisser la parole à Stéphane Coste, le président de l'association François Guizot, et je tiens à remercier en particulier sa mère, Madame Catherine Coste, qui est à l'origine de qui est à l'origine de cet heureux partenariat entre l'association François Guizot et l'Institut de France, ainsi que tous les membres du jury ici présents, sans l'avis éclairé de qui cette cérémonie n'aurait pas lieu. Et j'adresse évidemment à l'avance mes félicitations à la lauréate, et je remercie également chacun d'entre vous, présent ou à distance, d'être présent pour assister cette cérémonie en bravant les circonstances. Je prie d'emblée chacun de m'excuser s'il me voit m'éclipser à 19h, mais je dois remettre un prix au musée du Quai Branly à 19h15, le prix Martine Aublet. Et donc,
Je serai obligé de partir sans doute un peu avant de vous entendre, madame, j'en suis absolument désolé, mais ce sont les obligations du chancelier. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Je laisse la parole, donc, si vous voulez bien, au président de l'association, monsieur Stéphane Coste. Merci, monsieur le chancelier. Monsieur le chancelier honoraire, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le président du jury, mesdames, messieurs les membres du jury du prix François Guizot Institut de France, mesdames, messieurs, chers amis, chers lauréates et chers téléspectateurs, cette 4e édition du prix François Guizot Institut de France, un peu perturbée par le Covid-19, est un événement majeur pour les membres de notre association et pour les descendants de François Guizot. Je voudrais vivement remercier M. Darcos, chancelier de l'Institut, de nous accueillir aujourd'hui dans le cadre prestigieux de l'Institut de France, cher à Guizot. Je remercie les membres du jury, et plus particulièrement son président, Jean-Claude Casanova, pour leur travail approfondi qui a permis de célébrer cette année l'ouvrage de Catherine Maire, L'Église dans l'État. Chère lauréate, je vous félicite d'être la 4e récipiendaire du prix François Guizot Institut de France pour votre livre. L'Église dans l'État est un sujet à qui je dois l'avouer, je connaissais peu, et en particulier la fameuse bulle Unigenitus de 1713. Votre ouvrage est passionnant et très fouillé. Il développe plusieurs thématiques que je souhaiterais rapprocher de Guizot. Tout d'abord, le protestantisme, que vous avez cité, qui a accompagné Guizot toute sa vie. Je n'avais pas réalisé que le pouvoir royal, en intégrant l'Église en son sein, devait, en échange d'un plus grand contrôle de l'Église française, donner des gages contre son engagement religieux, plus particulièrement catholique, ce qui s'est traduit par la révocation de l'édit de Nantes et les conséquences qui s'en sont suivies pour les protestants de France. Je me permets d'ailleurs de vous citer « Conversion forcée et dragonnade seront le fruit de cette appropriation de la cause catholique par l'absolutisme royal. L'autonomie gallicane a pour contrepartie le renforcement de la politique intérieure du royaume. » En poursuivant cet aspect du protestantisme, nous arrivons au problème du mariage protestant où le temporel entrait en opposition frontale avec le spirituel. Les protestants qui étaient restés en France après 1685 étaient devenus des sans-papiers de Louis XIV et de ses successeurs. Cette situation perdura un siècle jusqu'à l'édit de 1787, faussement appelé édit de tolérance, qui tenta de résoudre la quadrature du cercle de leur statut. Le thème de l'éducation, ensuite, à travers l'abbé de Saint-Pierre, et à nouveau je vous cite, « L'État bien policé, qu'il appelle de ses voeux, se doit donner des instructeurs suffisants et en nombre suffisant à chaque paroisse selon le nombre de ses habitants. Il veut multiplier les maîtres d'école et les sœurs grises dans le pays. » Ensuite, D'Holbach, que vous mentionnez également dans votre livre, est sur la même longueur d'onde puisqu'il place sur la place de l'éducation. Et je vous cite à nouveau, « Il n'a pas pour but premier de former des érudits et des savants, mais de bons citoyens. C'est par l'éducation publique que l'on peut jeter les fondements de l'harmonie sociale, aussi nécessaire au bonheur de la vie privée que celui de la vie publique. » Guizot, ministre de l'Éducation, réalisa ses souhaits en juin 1833 avec sa loi sur l'instruction primaire. Et je reprends un extrait de texte figurant sur notre site guizot.com. Au total, ce texte tendait à établir autant qu'une concurrence, une complémentarité entre l'État et les églises, essentiellement catholiques, pour diffuser l'instruction primaire. Mais au-delà de ces thèmes, qu'aurait pensé Guizot de la position de l'Église dans l'État? Je remercie si vivement Laurent Tess pour son apport sur ce point. Guizot s'est exprimé dès 1817 sur le sujet lorsqu'il publia un article sur ce principe que l'état civil et l'état religieux sont absolument distincts et séparés. À un moment où les ultra-royalistes mènent une offensive pour établir la confusion du trône et de l'autel. Il précise que le citoyen ne sera soumis qu'à l'empire de la loi et le croyant qu'à celui de la religion. Et il conclut qu'il y a pour le pouvoir civil et pour le pouvoir religieux autant d'avantages à s'allier que de périls à se confondre. Aussi n'est-il pas favorable à la séparation des églises et de l'État, ce serait sa position constante. Il exprime par exemple dans la préface qu'il donne en 1851 à son volume de Méditation et études morales, où il souhaite, et non pas la séparation de l'Église et de l'État,
grossier expédient qui les abaisse et les affaiblit, l'un et l'autre, sous prétexte de les affranchir l'un de l'autre, mais la séparation de l'ordre spirituel de l'ordre temporel, de l'état religieux, de l'état civil et de l'illégitimité de toute intervention de la force dans l'ordre spirituel, même au service de la vérité. Autrement dit, le Concordat de 1802. S'il est interprété et appliqué comme il doit l'être, ne restreint en rien la liberté de conscience et de culte, ni l'indépendance des églises, et le soutien mutuel dans l'ordre social de l'Église et de l'État est profitable à tous face au matérialisme et à l'anarchie. Il en est ainsi si convaincu qu'en 1831, il contribue à ce que le gouvernement verse un traitement aux rabbins, ce qui n'était pas encore le cas, et qu'il admit plus tard que si des musulmans sur le territoire français demandaient à faire reconnaître leur culte et à jouir des traitements attachés à cette reconnaissance, il n'était légalement pas possible de leur refuser. Reste que le mérite de l'alliance entre l'État et l'Église dépend des termes auxquels elle est contractée. L'Église et la société chrétienne de 1861. La condition principale étant que l'Église catholique accepte pleinement la société moderne et donc la liberté issue de 1789. Pour que l'alliance soit sérieuse et efficace, il faut qu'il y ait entre l'Église et l'État une large mesure d'accord quant aux principes essentiels de la société religieuse et de la société civile qu'ils représentent. Si les deux sociétés et leur gouvernement n'admettaient pas leurs principes mutuels, s'ils se désavouaient sans cesse et se faisaient au sein de leur alliance une guerre ouverte ou cachée, les bons effets de l'alliance disparaîtraient et l'alliance même serait bientôt compromise. C'est dire que Guizot n'était pas un adversaire inconditionnel de la séparation. Le régime concordataire lui paraissait préférable, mais pas à tout prix. Si on se replace en 2020, la séparation de l'Église et de l'État, qui paraît, je dirais, normale en France, malgré les évolutions récentes, elle ne l'est pas en réalité dans le reste de l'Europe, sans même parler du reste du monde, avec, en Europe en tout cas, deux autres modèles, le système des cultes reconnus, comme c'est le cas en Allemagne, et le modèle de religion d'État, comme c'est le cas en Grèce. Il n'y a donc pas un modèle unique, malgré l'évolution de nos sociétés. Chère Madame, afin que vous nous éclairiez sur ces évolutions, nous attendons avec impatience la suite de votre ouvrage. Au-delà du prix Guizot Institut de France que nous célébrons aujourd'hui, l'association François Guizot travaille sur plusieurs autres actions afin de porter à la connaissance du plus grand nombre l'œuvre considérable de François Guizot, qui a traversé le XIXe siècle et de son immense patrimoine intellectuel et culturel qu'il a enrichi et transmis tout au long de sa vie. Le site guizot.com regroupe l'ensemble des éléments de sa vie et de son œuvre. Il est régulièrement mis à jour pour être le point de référence sur Guizot. Ainsi, depuis janvier 2020, plus de 1000 lettres de la correspondance échangées entre François Guizot et la princesse de Liévène ont-elles été retranscrites et rendues accessibles via le site guizot.com. J'en profite pour remercier ici Marie Dupont, qui est en charge de ce projet. Ces documents permettent notamment de mieux connaître les relations diplomatiques européennes au milieu du XIXe siècle, qui sont chargées sur la plateforme numérique de EMAN, qui est issue du CNRS et de l'École nationale supérieure. Notre seul objectif est de rendre les œuvres de Guizot le plus accessible possible à notre famille, aux chercheurs et au grand public. Je vous remercie et je passe la parole à Jean-Claude Casanova, président du jury, pour la suite. Merci Jean-Claude. Merci. Monsieur le chancelier de l'Institut, monsieur le chancelier honoraire, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, monsieur le président de l'association François Guizot, mes chers confrères, mes chers collègues du jury, mesdames et messieurs, chère madame Catherine Maire, nous devons, en ces temps d'incertitude, nous réjouir de la permanence de nos traditions, même si nous déplorons les difficultés qui réduisent le nombre des participants à cette cérémonie. Le prix est décerné pour la 4e fois sous ce nom et pour la 14e fois si l'on remonte à son origine en 1993. Le dernier récipiendaire était M. Olivier Grenouillot pour son livre sur la révolution abolitionniste. Aujourd'hui, nous célébrons celui de Mme Catherine Maire, L'Église dans l'État, politique et religion dans la France des Lumières, publié en 2019
aux éditions Gallimard, comme celui de M. Grenouillot, est dans la même collection. Oserais-je dire, sans les nommer, car nous les connaissons tous, que cela démontre l'excellence des choix des directeurs de cette collection, dont les livres sont retenus pour la 3e fois pour le prix Guizot. Avant de tenter d'expliquer pourquoi nous avons choisi d'honorer l'ouvrage que je viens de citer, permettez-moi un mot à propos de notre jury. Depuis notre dernière rencontre dans cette salle, il s'est modifié. M. Kléber-Rossillon a bien voulu le rejoindre. Il succède à Mme Hélène Huby, qui, trop éloignée de la France, a dû nous quitter en 2019. Et ce jury continuera donc de se transformer l'an prochain, puisqu'il m'a paru sage de mettre un terme à la présidence que j'exerce. Ce n'est pas sans émotion que l'on quitte une fonction que l'on s'est efforcé de remplir pendant tant d'années et que l'on s'adresse une dernière fois à un public de qualité. Mais l'on se réjouit quand on sait que celui qui nous succède exercera bien mieux ce rôle, puisqu'il s'agit de notre confrère, M. Michel Zinc, et qu'il sera assisté, car il exerce bien plus de responsabilités que je n'en exerçais, d'un vice-président, notre éminent collègue, Patrice Guénifé. On connaît la formule de Bossuet, la religion et le gouvernement civil sont les 2 points sur lesquels roulent les affaires humaines. Votre sujet porte sur les rapports entre ces 2 points, l'Église et l'État en France au XVIIIe siècle. L'Église dans l'État, dites-vous, et nous verrons la spécificité française de cette relation, ce nœud trop serré qui se dénouera non sans trouble ni difficulté. Avant d'y venir, je voudrais évoquer 2 raisons contingentes qui confortent le choix de notre jury. L'une tient à François Furet, qui fut, avec l'aide de Mme Catherine Coste, le fondateur de ce prix, l'autre à François Guizot, qui lui donne son nom et dont ce prix commémore l'œuvre et l'action. Vous avez bien voulu me dire que François Furet était à l'origine de vos recherches et que c'était lui qui vous avait suggéré d'étudier les effets politiques du jansénisme depuis le drame de Port-Royal jusqu'à la Révolution. C'est donc pour nous une grande satisfaction, en couronnant votre ouvrage, de valider le discernement quant au sujet et quant à votre personne de celui qui fut le mentor de ce jury et notre ami. Guizot, bien sûr, pour la raison que vous traitez et dont on peut dire qu'il l'a vécu. Il est le petit-fils de Jean Guizot, qu'il n'a pas connu, mais qui, dans la première moitié du XVIIIe siècle, fut pasteur au désert, exerçant son ministère dans la clandestinité, puisque l'édit de Fontainebleau de 1685, en détruisant l'œuvre pacificatrice de l'édit de Nantes, vouait les protestants à l'exil ou à la clandestinité, donc à la persécution. Dans son Histoire de France racontée à ses petits-enfants, François Guizot écrit sobrement « Je suis né à Nîmes le 4 octobre 1787, avant que les protestants possédassent en France un État civil. Louis XIV, donc l'État, en même temps qu'il faisait l'État catholique et seulement catholique, et qu'il installait l'Église dans l'État, s'est heurté en religion, dit à peu près Guizot, à 3 écueils, fruit de 3 nobles passions, ajoute-t-il, la passion de la liberté avec les protestants, avec la liberté native de l'âme et la responsabilité personnelle, le calvinisme est une invention française, la passion de la foi avec les jansénistes, entraînant l'abandon à la volonté souveraine de Dieu, enfin l'amour pur des mystiques, selon les quiétistes et Fénelon. Laissons ce dernier, dont on oublie toujours en France qu'il proposa et conseilla de sortir de l'absolutisme par la représentation, ce qui fait que ce néolibéral a mauvaise presse dans les manuels de littérature par rapport au foudroyant Bossuet. Sur quel fondement repose l'Église dans l'État et la crise latente du XVIIIe siècle menant à la Révolution, puis à la séparation? On peut remonter au conflit entre Philippe le Bel et Boniface VIII. Pour Peggy, d'ailleurs, tous les malheurs du monde moderne commencent avec Philippe le Bel. Nous sommes au tout début du XIVe siècle, le soufflet d'Agnani, le sinistre Nogaret, crime impardonnable pour Dante qui va placer les Capétiens, les Fleurs-d'Élysée, dit-il, en enfer. De cet affrontement, il résulte que l'Église de France et le roi ne sont pas soumis au pape, que l'Église est soumise au roi, mais sans séparation avec Rome. Deuxième fondement, après le Concile de Trente, Catherine de Médicis, en 1561 à Poissy, réunit et institutionnalise une assemblée du clergé, comme un concile national avec lequel l'État conclut une sorte de contrat fiscal, mais toujours sans rompre avec Rome. Troisième étape vient Louis XIV. Les guerres de religion et d'Henri IV, avec l'édit de Nantes,
était sortie une France avec 2 religions officielles reconnues par l'État. Était venu aussi l'absolutisme. On connaît le déroulé qui va mettre fin à la dualité religieuse. En 1652, le roi, l'État donc, confirme l'édit de Nantes. Cette confirmation est annulée en 1656. Le dernier synode protestant se tiendra en 1660. Le suivant, notons-le, se réunira 12 ans après, en 1872, présidé par Guizot, qui n'avait pas ménagé ses efforts sous l'Empire et avec la Troisième République pour qu'il puisse se tenir. L'unité religieuse, la fin de la variété, comme dit Bossuet, est rétablie avec la Révolution, avec la révocation de l'édit de Nantes par l'édit de Fontainebleau le 15 octobre 1685. Quatrième fondement, en 1682, Bossuet rédige la déclaration solennelle de l'Église gallicane. Le clergé accepte l'absolutisme royal, c'est l'unité dans la soumission, et vis-à-vis de Rome, c'est la fermeté sans rupture. L'unité religieuse du pays est institutionnalisée, un roi, une foi, une église. Michel Le Tellier avait été le chancelier d'une seule religion. Bossuet prononcera son oraison funèbre. « Hâtez-vous, dit-il, de mettre Louis avec les Constantin et les Théodose », s'exclame. La comparaison avec Constantin se révélera fragile. La pérennité de l'œuvre religieuse de Constantin aura duré bien plus que celle de Louis XIV, qui n'a duré qu'un siècle, moins d'un siècle. Avec Théodose, le parallèle tient, mais pas dans le sens souhaité par Bossuet, car Théodose a précipité la chute de l'Empire romain, comme Louis XIV a précipité par l'absolutisme et le refus de la représentation, la chute de la monarchie et la séparation brutale de l'État et de l'Église, ce que ne souhaitait ni ne prévoyait Bossuet. Et votre livre, Madame, raconte cette crise d'une union trop parfaite pour être vraie, qui dure moins d'un siècle et se déroule, écrivez-vous, comme un fil rouge qui court de la bulle Unigenitus de 1713 à la constitution civile du clergé de 1790. Tumulte, controverse, critique, polémique, trouble, agitation, discorde, division, voilà les fruits de l'unité que l'on veut imposer quand on n'accepte pas les bienfaits de la diversité. Question historique, question française, certes, mais question éternelle aussi, au cœur de la philosophie politique. Je ne raconterai pas votre livre, tout y est raconté avec érudition, avec clarté, avec lucidité. Prenons 2 exemples. Pour en finir avec les jansénistes, on dispose de la bulle Unigenitus. Il persiste. En 1730, on fait de la bulle une loi de l'Église et de l'État. Et on persécute ces pauvres jansénistes, certes moins violemment qu'on a persécuté les protestants, mais avec autant de persévérance, notamment par le refus des sacrements, qui va les indigner, donc les endurcir, et porter le monde des parlementaires vers le jansénisme et vers l'opposition au roi absolu. Montesquieu, Voltaire ne cesseront de se moquer. Pauvre État, c'est gribouille, il cherche l'unité et obtient la division. Le raisonnable était bien sûr Montesquieu. Il sauve l'honneur français, mais la Sorbonne condamne l'esprit des lois et les jansénistes le détestent. L'État s'est emparé d'une querelle théologique sans autre raison sérieuse que l'unité, et en s'employant à la trancher, il l'a envenimée. Voltaire aussi. De ces querelles avec les jansénistes à propos des biens de l'Église, soit dit en passant, l'État français n'aime pas la main morte et cherche toujours des contribuables, Voltaire conclut qu'il faut renforcer la liaison État-Église, mais se méfiant du couple absolutisme-gallicanisme, il vante une sorte d'anglicanisme, moins d'absolutisme de l'État et plus de soumission de l'Église. Prenons un second exemple, la lamentable affaire du mariage des protestants. Le mariage pour les catholiques est un sacrement, mais seule l'Église peut marier. L'Église détient l'état civil, de 2 choses l'une. Ou bien il n'y a plus de protestants en France, ou bien il en demeure et beaucoup. Dans ce cas, ils vont se marier, enfanter, contracter. Le bon sens, la raison ou le droit naturel devraient convenir que pour eux, il faut construire un état civil. Pourquoi dire que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée et attendre un siècle pour en témoigner? Mon irritation, mon indignation sont celles du lecteur, madame. Vous conservez votre calme, vous décrivez le long cheminement des controverses, des propositions, des avancées, des reculs. Silencieusement, les Français tâtonnent, hésitent. Au sacre de Louis XVI, l'évêque coadjuteur de Reims harangue le roi contre les libertés, raconte
contre les libertés accordées silencieusement aux protestants. Achevez, s'exclame-t-il, l'ouvrage que Louis le Grand avait entrepris et Louis le Bien-Aimé continuait. Voulait-il dire persévérer vers l'unité par la persécution? Heureusement, Louis XVI, Turgot et Malesherbes, le bisaïeul de Tocqueville, rendront l'état civil réformé. Cette obstination dans l'erreur m'a fait penser, en vous lisant, à la querelle sur la procédure criminelle, car elle n'est pas achevée. Avec l'ordonnance criminelle de Louis XIV en 1670, renforcée par le Code d'instruction criminelle de 1808, la France a rompu avec la procédure acquisitoire qui venait du droit romain et de la féodalité, et qui persistera en Angleterre. La France a adopté la procédure inquisitoire, disons en simplifiant que la première met à égalité l'accusation et la défense, et que la seconde privilégie la mission de l'accusation auréolée de l'intérêt public. Lamoignon, lui aussi d'ailleurs un aïeul de Malesherbes, Lamoignon, au nom du Parlement de Paris, s'opposera au Conseil du roi, qui, face à l'insécurité sur les routes, avait enfanté l'ordonnance et supprimé le ministère de l'avocat. Lamoignon avait déclaré que c'était contraire au droit naturel, qui ici aussi tient au bon sens et à la raison. En effet, si le juge n'entend que l'accusation ou le privilégie, il sera moins éclairé que s'il entend l'accusateur et la défense, et que s'il les tient à égalité. Vous pouvez constater à l'arrogance des procureurs qui veulent être les égaux des juges que le bon sens, la raison et le droit naturel n'ont pas encore fait leur chemin en France. Il faut conclure, madame. Votre livre fait songer à la formule que l'on prête à la vis, sommé par l'impératrice de résumer en une phrase l'histoire de France. Il répondit, eh bien, disons que ça ne s'est pas très bien passé. L'histoire des fautes est aussi instructive que l'histoire des succès. L'histoire, nous le savons, ce sont les questions que le présent, inquiet ou soucieux de l'avenir, pose au passé. En ce sens, votre livre est un grand livre d'histoire. En ironisant sur Bossuet, je crains de m'être élevé au-dessus de ma condition. Pour me repentir, je le citerai, lui qui a mis une si belle langue au service d'une unité inaccessible. On lui donnera le dernier mot qu'il trouve à propos de l'Angleterre et qui s'applique à cette histoire française de l'Église dans l'État au XVIIIe siècle que vous avez si bien analysée. Les plus expérimentés dans les affaires font des fautes capitales, mais nous nous pardonnons aisément nos fautes quand la fortune nous les pardonne. Et nous nous croyons bientôt les plus éclairés et les plus habiles quand nous sommes les plus élevés et les plus heureux. Les mauvais succès sont les seuls maîtres qui peuvent nous reprendre utilement et nous arracher cet aveu d'avoir failli qui coûte tant à notre orgueil. Alors, quand les malheurs nous ouvrent les yeux, nous repassons avec amertume sur tous nos faux pas. Nous nous trouvons également accablés de ce que nous avons fait et de ce que nous avons manqué de faire. Et nous ne savons plus par où excuser cette prudence présomptueuse qui se croyait infaillible. Nous voyons que Dieu seul est sage et en déplorant vainement les fautes qui ont ruiné nos affaires, une meilleure réflexion nous apprend à déplorer celles qui ont perdu notre éternité. Oraison funèbre d'Henriette Marie de France, reine de Grande-Bretagne, le 16 novembre 1669, en l'église de la Visitation de Sainte-Marie de Chaillot. Merci. Merci beaucoup, cher Jean-Claude, de cette magnifique péroraison. Dieu seul est grand, mes frères, mais enfin, Jean-Claude Casanova aussi parfois, c'est ça. C'était Bossuet. Madame, mère, vous avez la parole et je vous prie de m'excuser de vous quitter. Monsieur le chancelier, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le président de l'association François Guizot, monsieur le président, mesdames et messieurs les membres du jury, je vous remercie de l'honneur que vous me faites en accordant le prix Guizot Institut de France à mon ouvrage « L'Église dans l'État, politique et religion dans la France des Lumières ».
Je vous exprime également ma plus vive gratitude d'être venu m'accueillir ce soir en dépit des circonstances liées au Covid. Les mots ne suffisent pas pour vous communiquer ma reconnaissance de couronner ce livre, fruit de nombreuses années de recherche, de réflexion et de rencontres intellectuelles. Il a pris naissance il y a 20 ans au sein de mon précédent livre sur le jansénisme, de la cause de Dieu à la cause de la nation. En premier lieu, parce que sa problématique, le gallicanisme pour faire bref, y était restée comme une pomme au bord de la route. J'avais toujours gardé l'idée présente à l'esprit que je viendrais la ramasser un jour pour l'examiner de près. En second lieu, parce que, avec d'autres études, ma contribution sur le jansénisme au XVIIIe siècle a changé le regard sur les Lumières. Depuis lors, plusieurs spécialistes du XVIIIe siècle ont compris l'intérêt de faire appel à mes connaissances sur la querelle unigenitus pour éclairer des philosophes comme Montesquieu, Voltaire, d'Alembert, l'abbé Castel de Saint-Pierre et même Malesherbes. Un des laboratoires où j'ai travaillé au CNRS, le Centre d'anthropologie religieuse européenne, fondé par Alphonse Dupron, avant de rejoindre le Centre Raymond Aron, fondé par François Furet, eut également l'excellente initiative de m'envoyer en mission aux archives romaines du Saint-Office à leur ouverture en 1998. Je compris immédiatement l'utilité de m'intéresser à la censure des auteurs français, les jansénistes, mais aussi les gallicans et les philosophes. Tous ces travaux de commande me permirent à mon tour de changer la vision des Lumières que j'avais apprise à l'Université de Genève auprès des professeurs Starobinski et Bachko. Elles m'encouragèrent également à intégrer les philosophes dans mon nouveau projet, en miroir aux différents chapitres. Ces longues années de recherche ne se sont pas déroulées en droite ligne. Elles m'ont entraînée, non sans de nombreux détours au cours desquels j'ai maintes fois risqué me perdre dans les labyrinthes de l'érudition. Je croyais au départ, en effet, que les différents thèmes qui constituent les grandes parties de mon livre avaient été largement déchiffrés par l'historiographie et qu'il me suffirait d'en établir la synthèse en les remettant en perspective. Mais à l'épreuve, je découvris qu'il n'en était rien, dès à commencer paradoxalement par cette question de la tolérance, pourtant si généralement considérée comme l'acquis par excellence des Lumières. Au lieu de la synthèse que j'avais imaginée, l'exploration du sujet nécessita de nombreuses investigations primaires et m'obligea de retourner dans les archives, de la collection Joliffe-Fleury au papier de Malesherbes. Elle me contraignit même à cette tâche la plus difficile qui soit, comme le savent tous ceux qui ont eu à la pratiquer, celle de reprendre un sujet qu'on croyait bien connaître sous un autre angle, la bulle unigenitus comme problème gallican. J'avais suivi la trajectoire du jansénisme du grand siècle au siècle des Lumières, avec ses transformations et ses répercussions sur l'origine de la Révolution française, mais qu'en était-il du gallicanisme, mot tout aussi piégé et de surcroît anachronique au XVIIIe siècle, puisqu'on ne parlait alors que de liberté de l'Église gallicane. Existait-il un courant gallican indépendant des parlements jansénistes? Comment pouvait-on le définir? Quels étaient ses promoteurs, ses théoriciens? Était-il à l'origine de la constitution civile du clergé, comme beaucoup d'auteurs du catholicisme intransigeant l'en accusaient et nombre d'historiens à leur suite? Cette exploration est sans aucun doute la plus difficile que j'ai eu à mener jusqu'à aujourd'hui, cela parce qu'elle m'a obligée à prendre en compte ce que Guizot appelle la portion philosophique de l'histoire. Elle m'a amenée à renouer avec la tradition française de l'histoire philosophique dont Guizot est le premier et le grand modèle. J'ai pu mesurer, après coup, la pertinence de la justification qu'il en donne devant l'incompréhension d'une bonne partie du milieu historien à l'égard d'un style d'histoire qui heurte leur vision étroite de l'étude du passé. Son plaidoyer n'a rien perdu de son actualité. Permettez-moi de le citer largement. Ce qu'on a coutume de nommer la portion philosophique de l'histoire
Les relations des événements, le lien qui les unit, leurs causes et leurs résultats, ce sont des faits, c'est de l'histoire, tout comme les récits de bataille et des événements visibles. Les faits de ce genre, sans nul doute, sont plus difficiles à démêler. On s'y trompe souvent. Il est malaisé de les animer, de les présenter sous des formes claires, vives. Mais cette difficulté ne change rien à leur nature. Ils n'en font pas moins partie essentielle de l'histoire. Je suis donc doublement comblée de recevoir un prix qui honore la mémoire du maître du style d'histoire que j'ai été amenée à pratiquer. Mes faits ont été les grandes polémiques publiques qui ont engagé les problèmes des rapports entre l'Église et l'État à propos de sujets apparemment sans lien les uns avec les autres. La bulle Unigenitus, les biens et privilèges fiscaux de l'Église, les refus de sacrements, le mariage des protestants, les règles de la Compagnie de Jésus, l'Assemblée du clergé de 1765, la vie monastique et finalement la place même de la religion dans la société. Pas d'auteur représentatif comme au grand siècle avec un Pitou ou un Bossuet. Pas de théorie générale, pas de récit linéaire, mais un fatras de débats qu'il a fallu organiser autour d'un même problème. L'Église dans l'État, selon la formule de Bossuet, reprise à Opta de Milève, c'est-à-dire le problème de la forme particulière que les libertés de l'Église gallicane ont prise en France au lendemain de l'Assemblée générale du clergé de 1682, qui tranche la querelle du siècle en reconnaissant le principe de la souveraineté absolue du monarque dans les matières temporelles. On eût pu croire que le dénouement à cette longue dispute héritée des guerres de religion par la subordination consentie de l'Église de France à la suprématie royale dans son domaine allait ramener la paix dans les esprits. Il n'en a rien été. Ce compromis laissait ouverte en effet la question des frontières entre le domaine temporel et le domaine spirituel. Il a engendré une nouvelle série de vives tensions. Des tensions non plus entre Rome et la France, mais au sein même de l'État, entre l'Église et le roi, entre les évêques et les parlements, entre la juridiction spirituelle et la juridiction civile. Des tensions au sein même du clergé, voire même au sein de certains courants religieux, comme au premier chef le courant janséniste. Des tensions mettant aux prises deux versions des libertés de l'Église gallicane. Premièrement, les libertés de l'Église vis-à-vis de l'État, son indépendance spirituelle. Secondement, les libertés de l'État d'intervenir en matière religieuse lorsque l'intérêt public est engagé. Les problèmes sont on ne peut plus pratiques. Comment appliquer une bulle pontificale sur des matières de foi quand cette loi de l'Église est érigée en loi de l'État? Comment l'appliquer quand les représentants de l'autorité civile n'en ont pas la même interprétation? Autre question, les biens de l'Église et les ecclésiastiques sont-ils fondés à échapper à l'impôt? Les curés peuvent-ils refuser les derniers sacrements à un mourant sans salir sa réputation de citoyen? Quel statut accorder au mariage clandestin des protestants, voire à la sincérité de ceux réalisés au sein de l'Église catholique par les prétendus convertis? Les règles religieuses de la Compagnie de Jésus ne ressemblent-elles pas furieusement à des constitutions politiques qui en font un État extrêmement dangereux, levé au sein même de l'État? Quelle est la nature et la justification de l'institution monarchique que représente l'Assemblée générale du clergé? Enfin, la vie monastique est-elle utile à la société? Ce que je me suis efforcée de démontrer, c'est que ces questions en apparence hétéroclites gravitent autour d'un même foyer, comme les plus éminentes figures des Lumières, Montesquieu, Voltaire ou Rousseau l'ont saisi, chacun à leur manière. Ces controverses à répétition ont eu une double postérité. D'un côté, elles ont nourri le développement d'une nouvelle forme d'anticléricalisme politique promise à un grand avenir. Le baron d'Holbach ne fait qu'orchestrer ce thème, créant une dernière politique à la fin du siècle avec des réfutateurs aussi inattendus que Necker, défenseurs de l'importance des opinions religieuses.
De l'autre côté, elles ont favorisé le cheminement du principe de la tolérance par différentes voies. Encore a-t-il fallu attendre Malesherbes pour qu'il parvienne, avec une volonté et une habileté peu communes, à le faire triompher sur le plan civil. Mon livre s'achève sur la solution gallicane qui se voulait définitive, mais qui n'a fait que rouvrir la querelle d'une manière explosive. La constitution civile du clergé, c'est-à-dire l'intégration la plus complète de l'Église dans l'État, tout en lui ménageant une indépendance spirituelle. Toute son administration passe en effet sous le contrôle de la nation. Mais là encore, loin de s'apaiser, la polémique s'est rallumée plus vivement que jamais, en créant une fracture qui allait durablement marquer la vie du pays. Elle met face à face deux visions antagoniques du gallicanisme. Du côté des défenseurs de la Constitution civile, le refus d'ériger le catholicisme en religion nationale pour laisser à la conviction personnelle la liberté de croyance. Du côté des opposants, la reconnaissance de la religion catholique comme nationale et l'exclusivité du culte public, mais dans le respect de la liberté des opinions religieuses. En fait, dans les deux cas, la tendance générale va vers une spiritualisation du rapport à l'au-delà. D'un modèle de complémentarité des rôles avec le point contentieux des sujets sur lesquels les deux logiques se rencontrent, inévitablement, on est passé à une division du travail. Il s'agit désormais d'articuler des fonctions distinctes, mais on est toujours bien loin de l'horizon d'attente d'une séparation qui reste le mal absolu. Alors que retenir au final de toutes ces controverses passionnées? Elles appellent respectivement deux lectures entre lesquelles il n'est pas si facile de trancher. On peut déplorer, c'est un point de vue fort répandu, que tant d'énergie ait été dépensée dans des disputes dont certaines nous semblent dérisoires et dont d'autres auraient gagné à une approche plus mesurée. Mais on peut considérer comme un privilège la vigueur de cette discussion publique, même si elle se paie à l'occasion de surenchères dommageables ou absurdes. Je suis tentée à cet égard de me rallier au point de vue de Guizot. Son propos général me semble bien s'appliquer à mon sujet particulier. Je le cite. « La civilisation de notre patrie, messieurs, a ce caractère particulier qu'elle n'a jamais manqué de grandeur intellectuelle. Elle a toujours été riche en idées. La puissance de l'esprit humain a été grande dans la société française, plus grande peut-être que partout ailleurs. Il ne faut pas que nous perdions ce beau privilège. Il ne faut pas que nous tombions dans cet état un peu subalterne, un peu matériel, qui caractérise d'autres sociétés. Il faut que l'intelligence, les idées tiennent aujourd'hui en France la place qu'elles y ont occupée jusqu'à présent. La France est ce pays où l'on discute de tout. C'est son fardeau, en même temps que c'est son privilège. Cette fièvre polémique récurrente comporte un prix qui peut paraître lourd. Mais quel avantage pour ceux qui croient, comme Guizot, que le degré de civilisation se mesure à la place faite au pouvoir de l'esprit. Je vous remercie. Pardon, je vous laisse conclure. Madame, au nom du jury et de l'association, nous vous remettons donc le prix Guizot. 2020. Nous clôturons. Le parchemin a été remis. Peut-être descendre. Oui, on va faire une... Voilà, monsieur un maître de cérémonie. Nous vous remettons donc, madame, le prix Guizot, en y ajoutant nos félicitations. Merci.
Vous montrez-le plutôt. C'est pas un mort. Donc nous clôturons notre soirée en remerciant toutes les personnes présentes dans la salle ou présentes via la vidéo de leur attention et nous vous disons à bientôt dans 2 ans. Merci beaucoup et au revoir.